Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. De qui parle-t-on? Cet homme, le voici, Andriy Skiba, 23 ans. C'est un ancien conducteur de train engagé dans l'armée ukrainienne depuis 4 ans. Il est envoyé dans le Donbass peu de temps après le début de l'invasion et il opère maintenant au sein de la 108e brigade d'assaut alpine. Sa spécialité, effectivement, les drones. Andriy Skiba est précisément ce qu'on appelle un opérateur de drones, mais pas n'importe lequel. Il est considéré comme le maître en la matière, de même que chaque armée de l'air compte dans ses rangs un pilote vedette. Eh bien, parmi ses compagnons d'armes, Andriy Skiba est plus qu'un modèle. Un as, écrit le journaliste du Monde Emmanuel Kritzpan qui a pu le rencontrer. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a un incroyable tableau de chasse. Nous avons retrouvé cette vidéo qui date d'il y a quelques semaines où il est filmé tout près du front. Et voilà ce qu'il raconte. Колись ще считав, вів рахунок, скільки вбивав, потім збився і все перестав. Ну там вже більше п'ятихатки. Та ти що? Більше 500? Набагато більше. Ну це якщо не рахувати коригування, там міномети і тому подібне. Суто так з киданням. Ну, дивіться, просто Так було таке, що ми штурми відбивали суто мавіком. Там 20 за день гасили. Oui, il dit les mortiers parce que parfois les drones servent de bombardiers d'une certaine manière, mais parfois aussi ils servent à guider les tirs de l'artillerie et notamment les tirs de mortiers. 500 soldats, est-ce que c'est vraiment sérieux, Lucille? De toute évidence, oui. Ces attaques interviennent régulièrement et même plusieurs fois par jour. Exemple ici, on voit Skiba, qui a l'air d'un calme olympien, préparer son drone. Il insère une grenade, puis l'engin s'envole. Skiba le contrôle à distance. Il repère ensuite un soldat russe dans une tranchée. Pris pour cible, ce soldat va rabattre un drap au-dessus de sa tête comme pour se cacher, mais c'est déjà trop tard. La grenade se détache et tombe pile sur sa cible. Autre exemple, nous sommes à la fin du mois de mars. Skiba cible un véhicule russe. Les soldats tentent de s'échapper. Le véhicule finit en cendres. C'est par ce genre de manœuvre que Skiba a bâti sa réputation dans l'armée ukrainienne. Mais en quoi est-il différent des autres dronistes ? Eh bien, il a un savoir-faire incroyable. Ces engins de guerre, Skiba les développe lui-même. À l'origine, ce sont de simples drones civils, très souvent chinois, achetés dans le commerce, que Skiba transforme dans un atelier où sont fabriqués des explosifs également et où sont assemblées des pièces permettant de militariser les drones. À l'intérieur de ce local, 4 imprimantes 3D fonctionnent en permanence, fabriquant ailerons, stabilisateurs et systèmes larguant des munitions pour surprendre les soldats terrés la nuit. On parle de ce genre de modèle doté de 4 hélices pilotables à distance, capables d'aller jusqu'à 110 km/h et capables aussi de tromper les radars ennemis. Son officier de sécurité reconnaît même que Skiba possède une telle maîtrise des drones qu'il lui arrive d'écrire un SMS à son épouse d'une main tout en larguant de l'autre une grenade. Aujourd'hui, Skiba est devenu l'un des hommes à abattre l'une des cibles privilégiées de l'armée russe. Il raconte: un jour, ils m'ont balancé 2 missiles balistiques emportant une charge d'une demi-tonne. Le modèle russe Iskander, l'un d'eux est tombé à 30 mètres. J'étais dans un abri souterrain. Une onde de choc était si forte qu'elle m'a projeté d'une couchette à l'autre. Merci Lucille. Qu'est-ce que ça nous dit de cette armée ukrainienne et finalement de la façon dont David a tenu tête à Goliath? Alors d'abord sur la méthode utilisée, nous l'avons découvert au Moyen-Orient, en Syrie, Irak, je ne sais plus exactement où exactement la même méthode a été utilisée contre des soldats français et une grenade lâchée avec un drone, exactement le même modèle de drone, hein, c'est des drones que vous achetez dans le commerce. Hein. Donc, le paradoxe, c'est que c'est des drones chinois. Ouais, alors, la Chine dit on n'arme pas les Russes, mais ils arment indirectement les Ukrainiens. Et donc une grenade, pareil, qui a été larguée sur un véhicule français, qui était un véhicule ouvert, des forces spéciales, et donc qui a blessé, je ne crois pas qu'il les ait tués, mais qui a blessé les soldats qui étaient à l'intérieur. Donc la méthode est connue. Ce qu'il y a d'intéressant, d'abord, c'est le jeune âge de ce champion du drone, et le fait qu'il fasse ça comme une industrie.
ce qu'il disait à propos des imprimantes 3D qui fabriquaient en fait les pièces qui permettaient de mettre des grenades en dessous. Donc le drone tel qu'il est là, maintenant c'est une réalité. Les armées occidentales l'ont pris complètement en compte, et c'est effectivement la pratique du nombre de vols par jour qui fait qu'il a une grande habileté pour arriver à utiliser ce système-là. Dominique, la question qu'on se pose immédiatement, que je vous pose, pourquoi est-ce que les Russes ne font pas la même chose? Alors, sur l'utilisation avec des grenades, je ne sais pas. Sur l'utilisation des drones, les Russes ont beaucoup progressé depuis 6 mois. J'ai vu des images d'un centre russe dans lequel ils faisaient la même chose. Avec des drones civils avec des drones civils, mais pour aller chercher. Eux, ils n'avaient pas de... Si vous voulez, ils ont une telle artillerie, tellement de mortiers, que ce que vous disiez tout à l'heure, les drones, ils s'en servent pour désigner les objectifs. Et qui tirent avec les mortiers et l'artillerie sur les images fournies par les drones. En revanche, ils utilisent beaucoup moins ce système, qui est beaucoup utilisé par les Ukrainiens aussi, parce que les Ukrainiens ont beaucoup moins de munitions, beaucoup moins d'artillerie, et donc, ça, c'est quand même pas cher, hein. Larguer une grenade comme ça, plutôt qu'un obus de mortier qui est comptabilisé dans l'armée ukrainienne, hein. Donc c'est pour compenser un peu le manque de tir indirect que c'est utilisé de cette façon-là. Il me semble que les Russes utilisaient beaucoup de drones iraniens. Non, mais ça, on parle des drones longue portée. Pour aller toucher les infrastructures civiles. On non, on ne parle pas de la même chose. Là, moi, je suis en train de parler des drones tactiques, de ces petits drones qui sont utilisés sur la ligne de front, sur une profondeur de maximum 10 à 15 km. Hein. C'est ça. Quasiment des jouets. Oui, bien sûr. Mais l'armée française qui a tiré les enseignements de ces différentes choses, aujourd'hui, ce sont des commandes de milliers de drones. Parce que l'expérience montre que des drones comme ça font 4 sorties. Au bout de 4 sorties, sont détruits. Donc il faut les remplacer et avoir une grande dotation en drones. La morale de l'histoire, Vincent. Alors, pour moi, la morale de l'histoire, elle nous conduit à rembobiner le film d'après 1 an. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, nous analysions ici l'inventivité des Ukrainiens, la plasticité de leur rapport aux faits militaires, etc., les partisans, les maquisards et tout. Et une guerre a besoin de héros. Et Vincent, pour prolonger ce que vous dites, on analysait la manière dont les Ukrainiens avaient mis en déroute la colonne de blindés russes qui roulait vers Kiev. Sur des quads. Voilà, et qui avait été stoppé net, notamment par une poignée de geeks qui bricolaient des drones. L'âpre réalité aujourd'hui, au regard des défis qui attendent l'armée ukrainienne, hélas, c'est que le sort de cette guerre ne se résoudra pas par le génie d'Andrei Skiba, quels que soient ses mérites opérationnels. Et donc il y a aussi, me semble-t-il, là, la nécessité, la volonté d'entretenir cette flamme, alors que les combats de demain seront des combats de chars, seront des combats à l'arme lourde, coûteux en hommes et en matériel, etc. Donc je pense que ça participe aussi de cette volonté de perpétuer l'idée que le peuple ukrainien est un peuple en armes, qui n'a pas choisi son destin. Je suis persuadé que ce jeune homme aurait été ravi de jouer les geeks ses jours de congé. Il a une tête d'adolescent, conducteur de train. Il ressemble vraiment à un ado. Mais que voilà, cette flamme-là n'est pas éteinte. Cela dit, un expert comme celui-là en drone, le jour où l'Ukraine attaque et se trouve en face de ces fameuses lignes de tranchées et de dents de dragon érigées par les Russes, un drone comme ça qui va juste de l'autre côté, ça peut faire mal aussi. Bien sûr, il en faudra beaucoup et il en faudra les renouveler, mais ça sera très utile, certainement. Oui. La morale de l'histoire, Yves. La morale de l'histoire, c'est que nous sommes dans l'attente de cette fameuse offensive ukrainienne et que, comme ça a été dit, ces drones, peut-être modestement, participent à une œuvre commune dans laquelle tous nos pays sont engagés. Mais voilà, la grosse armée indirectement engagée, bien sûr, par les livraisons qui arrivent maintenant. Et c'est sans doute comme ça qu'il faut aussi analyser les déclarations de M. Prigojine, qui est sans doute assez inquiet de ce qui va se passer. Isabelle. Ça dit 3 choses. Ça dit qu'apparemment, les jeunes soldats ukrainiens sont mieux traités par leur hiérarchie que les soldats russes. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas l'équivalent côté russe. Ça dit aussi une autre chose.
Donc ça dit la volonté incroyable et l'inventivité de l'armée ukrainienne. Qui s'entraîne aujourd'hui, qui est entraîné dans les pays occidentaux et qui est en train d'être entraîné, qui sera formé aux standards de l'OTAN et de l'Union européenne, donc qui après la guerre, si elle gagne, sera quand même une armée assez forte sur le continent européen. Et puis ça dit aussi l'inverse, c'est-à-dire que les soldats ukrainiens font ça pour compenser, et pour compenser le fait qu'ils n'ont pas assez de munitions, pas assez d'armes lourdes et pas assez d'hommes pour imposer une contre-offensive radicale qui leur permette de réaliser leurs objectifs assez rapidement. Alors simplement un mot, dans cette guerre, il y a un agressé, un agresseur. On peut se féliciter que l'agressé, qui est en plus une démocratie, dispose d'hommes et d'ingéniosité comme ce qu'on voit. En même temps, on est toujours troublé d'entendre ce jeune homme, encore une fois à la tête d'adolescent, dire, et ça donc c'est Emmanuel Greenspan qui le rapporte après son reportage dans les colonnes du Monde, un objectif simple l'anime, ouvrez les guillemets, tuer davantage d'envahisseurs russes, résume dans un rire juvénile ce militaire de petite taille aux yeux légèrement bridés. C'est-à-dire que malgré tout, la mort à travers l'écran, voilà, il ne parlerait sans doute pas comme ça si il était derrière un fusil mitrailleur ou un canon et qu'il touchait la mort du doigt. Et c'est quand même troublant. Oui, ceci étant, il raconte l'épisode où il a été ciblé, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est ciblé, qu'il est recherché. Donc, et que les Russes apparemment ont utilisé des gros moyens pour essayer de le cibler. Donc c'est vrai que vous avez raison. On le voit d'ailleurs debout dans la tranchée sans casque, sans gilet pare-balles. Il est debout donc il est probablement à quelques kilomètres de la ligne de front. Donc il y a une espèce d'impunité là-dessus, mais il sait aussi qu'il va être recherché et que donc il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour le tuer. Oui. C'est quand même assez. C'est pas une promenade, c'est pas une promenade de santé. C'est différent. Vous vous souvenez quand les Américains utilisent toujours des drones pour cibler des terroristes au Moyen-Orient, au Yémen ou ailleurs, et on imaginait donc un soldat américain au Nouveau-Mexique appuyant sur un bouton et à des milliers de kilomètres de là, quelqu'un était tué. C'était vraiment et ça posait des vrais problèmes de moralité. D'ailleurs, je parle sous le contrôle du général, mais dans les premières années, le ministère français de la Défense avait estimé, il y avait des analyses juridiques indiquant que ce type d'action n'était pas compatible avec le droit de la guerre. Alors je crois qu'on a évolué depuis, notamment au Sahel. Donc ici, c'est quand même très différent, parce que ici, il est vraiment en position de mise en danger lui-même par rapport à ces personnes qui appuient sur des boutons à des milliers de kilomètres. Je vous livre aussi simplement ce passage. Je vous donne la parole, Vincent. Ces dernières semaines, l'As des drones travaille d'arrache-pied, donc a développé un engin. Ah non, attendez, j'étais sur le mauvais passage. Il explique que lorsqu'il a été visé par ces bombardements russes qui avaient réussi à le localiser, les bombes sont tombées tout près de sa cache et qu'il était dans une couchette, dans son abri en sous-sol, et qu'il a été projeté sur une autre couchette à l'autre bout de l'abri. Donc, c'est l'exemple que je donnais sur le fait qu'il était quand même ciblé. Voilà. Même si là, il paraît effectivement être dans une situation quand même assez cool, dirait ce jeune adolescent, puisqu'il est avec son truc, et il est debout, avec son bonnet sur la tête, et il regarde. Mais bon, il sait qu'il peut être visé, quoi. Un dernier mot, Vincent. Oui, rapidement, sur le trouble moral que peut inspirer sa désinvolture dans la citation sur le nombre de Russes tués. Qui a engagé l'entreprise de déshumanisation de l'ennemi agressé ? Sinon, le Kremlin, l'armée russe, ses supplétifs mercenaires et les propagandistes de la boutique. Bon. Qu'aujourd'hui, ce jeune homme raisonne en chiffres et non pas en être humain tué, c'est navrant, mais c'est la conséquence quasiment mécanique d'une agression que l'Ukraine aurait évité. J'étais pas en train de